Il y a 25 ans, 3 chercheurs fondaient l'IRIS, un institut de recherche animé par des valeurs de gauche, avec l'objectif de faire contrepoids au discours de droite et en faveur du libre marché qui dominait alors les discussions sur l'économie et les finances publiques. Dans ce balado, nos chercheurs et chercheuses se penchent sur la transformation du paysage social et économique au cours de ce quart de siècle, sur le rôle que l'IRIS a joué dans le débat public et dressent un bilan des défis à venir alors que la droite s'installe au pouvoir un peu partout en Occident, y compris au Québec. Je m'appelle Camille Legauthieu, je suis responsable des communications à l'IRIS. Et moi, c'est Julia Posca, je suis chercheuse à l'IRIS et vous écoutez Comprendre l'économie et la transformer. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Faut qu'on travaille plus. Si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses. On est très attaché à l'équilibre budgétaire. C'est pas un détail, l'équilibre budgétaire pour nous. On réclame l'équilibre budgétaire, on réclamait l'équilibre budgétaire, on le réclame encore. Le locataire qui veut faire ça, bien, il faut qu'il investisse en immobilier puis qu'il prenne les risques qui vont avec aussi. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Donc, pour ce premier épisode, on va essayer de comprendre comment le néolibéralisme s'est installé au Québec au tournant des années 90. On va parler notamment de libre-échange, de lutte au déficit, de grève étudiante, mais aussi par la bande, on va revenir sur les motifs à l'origine de la création de l'IRIS en 2000 et on va s'intéresser plus fondamentalement au rôle que peuvent jouer les chercheurs et chercheuses pour soutenir les différentes luttes sociales dans l'espace public au Québec. Et pour faire ça, on a avec nous Martin Petit. Martin Petit, oui. Je suis un des 3 chercheurs qui a fondé l'IRIS en août 2000. Je suis maintenant dans le mouvement syndical. Merci d'être là. Puis Simon Tremblay-Pepin. Moi, je suis professeur à l'Université Saint-Paul à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère et j'ai été parmi la 2e équipe de chercheurs qui a suivi les 3 premiers et qui a participé à une nouvelle version de l'IRIS dont on va parler aujourd'hui également. Oui, puis avant de se rendre là, donc on va revenir, on va se reporter en l'an 2000 quand l'IRIS a été fondé. Quel est le contexte à cette époque-là aussi qui a mené à la fondation de cet institut de recherche-là? Donc, l'an 2000, il faut se remémorer. On est quelques années après l'adoption par le gouvernement du Parti québécois là, de la loi sur l'équilibre budgétaire qui avait été adoptée exactement en 96. En fait, qui était le fruit d'un espèce de consensus socio-économique. Tous les acteurs, les grands acteurs socio-économiques, les syndicats, mais aussi le patronat, s'étaient réunis avec le gouvernement pour arriver à cette décision-là. On mettait le cap sur l'équilibre budgétaire. Et donc, ça voulait dire une transformation quand même importante de l'intervention de l'État, une transformation de la gestion des finances publiques aussi. Bon, on va en reparler. C'est aussi l'an 2000, donc au tournant du 20e siècle, le libre-échange apparaît un peu comme la voie triomphante pour amener la richesse un peu partout dans le monde. Et donc, bref, il y a donc un vent de droite assez fort qui souffle en Amérique du Nord et au Québec aussi. Tu sais, les mouvements sociaux, oui, sont présents, mais doivent un peu se rallier à ça. Ils sont un peu pris à cause, justement, au Québec, de l'entente qui a été nouée là, autour de l'équilibre budgétaire. Donc, c'est un peu ce contexte-là, en fait, qui voit l'IRIS naître. Bien, effectivement, à l'époque, on se rappellera même à l'époque du PQ de Lucien Bouchard, c'est bien de retourner là parce que c'est vraiment... D'après moi, un des coups de barre qui a été donné solidement. On parle à l'époque de néolibéralisme. Par la suite, les libéraux ont parlé de réingénierie de l'État. On a parlé aussi d'austérité budgétaire. Et maintenant, dans les années actuelles, on parle plus d'optimisation, mais c'est toujours la même recette. La même recette qui vise à redéfinir le rôle de l'État, les privatisations, les coupes budgétaires, la déréglementation, l'État aussi qu'on perçoit de plus en plus comme une affaire, comme une business. Donc, tout ça, c'est la même recette depuis toutes ces années. Ça, à différents niveaux, évidemment, mais quand même, c'était ce qui était porté dans les médias à l'époque par des think tanks comme le CDAO, comme le Fraser Institute, et puis plus radicalement, chez nos voisins du Sud, par le Heritage Foundation, qui sont maintenant, aujourd'hui, rappelons-le, les porteurs du projet 2025 qui est en train d'être mis en application par le gouvernement de Trump et ses sbires fascistes, disons-le, parce que c'est vraiment dans cette perspective-là qu'il faut maintenant parler de ce gouvernement-là.
Puis donc, l'IRIS, tu sais, apparaît comment dans ce contexte-là? Ou c'est quoi qui vous anime au départ, justement? Bien, c'est ça, c'est de pouvoir offrir un contre-discours, pouvoir répondre à ce discours-là, dont les fondements nient même l'existence d'une société. Margaret Thatcher le disait, qui était une néolibérale finie, disait « There's no such thing as a society », la société n'existe pas. Or, la société, elle existe, elle est là. Et pour répondre justement à ce discours-là antisocial et très bien organisé, il faut qu'il y ait justement une documentation, il faut qu'il y ait un contre-discours. Et ça, c'était l'objectif premier, c'est d'offrir une réponse à cette attaque en règle contre tous les mouvements sociaux et on peut même le dire aujourd'hui, contre la classe ouvrière, disons-le comme ça, contre les classes populaires. Et accompagner justement ces mouvements sociaux-là avec un argumentaire solide, avec un argumentaire documenté, avec des statistiques, avec des preuves à l'appui comme quoi que l'avancement de l'agenda néolibéral, qu'on appelait comme ça à l'époque, ça fait reculer les droits sociaux, ça fait reculer les conditions de vie des gens. Et c'est une attaque en fait frontale contre le vivre ensemble et le bien vivre ensemble qui pourrait justement exister dans nos sociétés. Oui, et la particularité, c'est que donc on a 3 personnes issues de l'université qui sont des chercheurs universitaires puis qui décident de sortir de ce cadre-là, de dire nous on va investir l'espace public et plus précisément l'espace médiatique en fait pour intervenir amener ce contre-discours-là dans les débats finalement. Exactement. On venait de quitter, pour des raisons qui appartiennent à l'histoire puis qui sont assez idéologiques, on venait de quitter la chaire d'études socio-économiques de l'UQAM et on s'est réassis tous les 3 à un moment donné, puis on s'est dit, ça serait le fun de pouvoir offrir cette réponse-là qu'on voulait structurer, qu'on voulait structurante aussi, dans un institut de recherche à l'extérieur des murs universitaires, parce que, les murs universitaires, pour différentes raisons, sont un peu rébarbatifs pour beaucoup de gens, et on peut le comprendre. Et aussi, donc, offrir cet argumentaire-là aux groupes sociaux, mais bien sûr, aller aussi dans l'espace médiatique pour pouvoir faire circuler d'autres idées que celles qui sont véhiculées par, généralement, le Conseil du patronat et toutes les entreprises qui cherchent justement à faire le plus d'argent possible et que ça leur coûte le moins cher possible. Donc... Puis, est-ce que dès le départ, vous avez décidé de sortir de l'université physiquement là, avec des locaux au centre? Oui, tout à fait. Ça a été un statement de base. C'est-à-dire que même quand on a quitté la chaire, il y avait des profs universitaires qui nous avaient approchés pour recréer un espace comme la chaire, mais on a vraiment refusé, puis on a décidé qu'on voulait être à l'extérieur de l'UQAM. C'était un statement au vraiment... Comité social Centre-Sud. Ça, c'est arrivé par la suite. Okay. Le Comité social Centre-Sud, c'est arrivé vraiment dans les années 2007, 2006-2007. C'est ça, parce que la première partie de l'IRIS, on était 3, puis pour des raisons aussi qui appartiennent à l'histoire, ça a été réduit à 2, puis je me suis retrouvé un peu seul, puis donc après ça, j'ai été approché par une belle gang qui voulait aussi donc participer à un effort de production, de réflexion sociale, donc dans l'espace public, et on a eu, comme on pourrait dire, on pourrait appeler ça l'IRIS 2.0, donc à peu près à partir des années 2006-2007, on a vraiment relancé l'IRIS, on s'est installé dans les locaux du Comité social Centre-Sud, et là, bien évidemment, le reste appartient à l'histoire. Mais j'aimerais approfondir un peu plus ce sujet-là là, de faire de la recherche à l'extérieur de l'université. Est-ce que pour vous, il existait une incompatibilité entre de la recherche engagée et de la recherche qui se fait en contexte universitaire ou académique? Bien, on trouvait que le fait que ça soit porté par des universitaires, ça nous éloignait parfois justement des classes populaires. Donc, on voulait avoir une approche plus éducation populaire pour pouvoir justement expliquer à monsieur, madame, tout le monde les mécanismes qui opèrent dans la société, mais qui sont souvent des mécanismes qui sont portés par les gens d'affaires, par les élus. D'ailleurs, je veux dire, le Conseil du patronat et les gens qui travaillent au privé sont très, très bien représentés dans les partis politiques, ce qui fait que ces gens-là arrivent avec une idéologie, avec une conception déjà de la réalité et de la société. Et ça, c'est pas sans conséquences. Là. Ça a des conséquences très, très, très concrètes dans leur façon de concevoir l'État et de concevoir aussi les services publics. Par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que ça implique, en fait, de faire de la recherche à l'extérieur de l'université? C'est quoi la différence entre un travail de recherche à l'IRIS versus un travail de recherche qui se fait dans le cadre d'une chaire universitaire ou d'un exercice doctoral ou peu importe? Bien,
la même rigueur est de mise, d'après moi. C'est simplement de savoir à qui on s'adresse. Les universitaires, en général, s'adressent à des pairs, réfléchissent sur des questions qui sont très importantes, des questions qui sont très nichées parfois, alors que la recherche socio-économique qu'on voulait, qu'on désirait déposer sur la place publique, c'est, par exemple, pourquoi dans le domaine de l'immobilier, la spéculation qui est en cours est une catastrophe pour les ménages les moins bien nantis. Donc, expliquer par A plus B à monsieur, madame, tout le monde, comment ça se fait que depuis tant d'années, il y a une hausse vertigineuse, il y a une spéculation qui s'opère. Cette spéculation-là rapporte énormément aux banques, rapporte énormément à des gens qui ont fait du logement un investissement spéculatif. Donc, tout ça, évidemment, a une incidence très grave sur les gens. On le voit actuellement, la crise du logement, c'est une catastrophe pour bien des gens. Imposer le marché dans toutes les sphères de la société, c'est pas un modèle économique qui est obligatoire. Et ça, même dans les universités, en fait, ce discours-là n'est pas nécessairement remis en question. Et ça, c'est un problème. Bon, oui, l'IRIS, à ses origines, est sorti de l'université pour se rapprocher, on va dire, du vrai monde. Mais l'IRIS est quand même encore branché sur l'université, sur ce qui se produit comme recherche, ce qu'il y a comme production intellectuelle dans le monde académique, là, même un peu au-delà de l'université. Puis donc, il y a cette capacité-là aussi d'adapter justement ce que des intellectuels vont produire comme recherche, de l'adapter de manière formelle, mais aussi de l'utiliser pour essayer de comprendre ce qui se passe au Québec. Donc, moi, puis j'ai en tête notamment, tous les travaux, justement, qui se font sur le néolibéralisme au tournant 2010, où là, justement, tu sais, avec, Pierre Dardot, Christian Laval, notamment, qui nous explique, qui nous offre un autre cadre d'analyse du néolibéralisme, qui nous disent, les néolibéralismes, c'est une autre mode d'intervention de l'État. C'est pas sa disparition comme au début des années 2000, on pouvait le penser un peu plus, ça va être la privatisation mur à mur, puis la disparition de l'État, le laisser-faire, le libre marché. Le discours, de prendre pour du cash, le discours du libéralisme sur lui-même. Exact. Et là, l'IRIS prend ça, puis le montre qu'au Québec, effectivement, c'est ça qui est en train de se passer. L'État ne disparaît pas, mais vraiment, il change sa manière d'agir. Peut-être pour ajouter, comme j'ai passé d'un milieu à l'autre, moi aussi, comme Martin l'a fait, mais peut-être par le geste inverse, si je peux dire. Quand tu travailles à l'université et que tu fais de la recherche, l'attente dans le milieu universitaire, c'est que tu publies dans certaines revues très confidentielles, des revues que personne dans le public va lire, qui sont aussi difficiles d'accès, parce qu'on n'y accède généralement que dans les bibliothèques universitaires, parce que les coûts sont extrêmement élevés pour y avoir accès. Et les universitaires se félicitent entre eux de publier dans ces revues qui sont, semblerait-il, l'apanage, le sommet de la réflexion scientifique parce qu'elles sont révisées par d'autres universitaires avant d'être publiées, etc., etc. Ces revues-là, le fait est que personne ne les lit. Et quand c'est ça ta priorité, tu as aussi la priorité des choses qui sont discutées dans ces revues, des débats entre intellectuels, entre pairs. Et c'est pas toujours les débats qui sont à l'ordre du jour, dans l'actualité, qui sont au cœur de la vie des gens. Alors que l'IRIS a fait, dès sa fondation, comme priorité, de dire il faut parler de ce qui compte pour les gens, de ce qu'ils vivent dans leur réalité et des menaces qui sont réelles aussi sur tout ce qu'on allait rendre, tout ce qu'on allait marchandiser, tout ce dont on allait priver les gens. Donc, il y a aussi un souci d'être beaucoup plus proche de la vie politique, de la vie sociale, de la vie réelle, que de la recherche fondamentale. Ça nie pas l'importance de la recherche fondamentale, bien entendu. Il faut qu'il y en ait de la recherche fondamentale, mais il y a des types de recherche et c'est pas toute la même chose. Et de la recherche pour l'intérêt public, que je pense que fait l'IRIS, en disant, ça, c'est d'intérêt public, il faut en parler. Et en parler, oui, dans de l'éducation populaire, en allant rencontrer les gens et en leur expliquant, mais aussi en la déposant dans l'espace public par le biais des médias, plus tard des médias sociaux, etc., etc. Ça, c'est un type de recherche qui a une temporalité différente, qui ne s'inscrit pas dans la même temporalité. C'est très long, la recherche universitaire. Ça peut s'étendre sur des années et des années. Et c'est aussi quelque chose qui n'a pas le même type de formulation. Je suis d'accord avec Martin que c'est la même rigueur.
Hein? On essaie. Et moi, je dois le dire bien honnêtement, les processus à travers lesquels je suis passé à l'IRIS comme chercheur pour le travail de rigueur des recherches qu'on publie m'ont toujours semblé beaucoup plus exigeants et contraignants que ce que j'ai vécu dans le monde universitaire. Oui, bien sûr, il y a la révision à l'aveugle par les pairs. Mais encore faut-il l'avoir, la qualité de la révision à l'aveugle par les pairs qu'on reçoit. Tandis que moi, à l'IRIS, c'est des centaines de commentaires que je reçois à chaque fois que j'envoie quelque chose. Par un processus qui s'appelle... La moulinette. La moulinette, qui a un nom que j'ai appris récemment, c'est propre à l'IRIS. Cette moulinette en question à l'IRIS, moi, je l'ai toujours trouvée toujours très dans la camaraderie. Hein. C'est pas dur, c'est sympathique, etc. Mais... c'est pas tendre non plus. C'est-à-dire que ça pense pas vraiment... C'est pas du tout complaisant. Non. Et je peux pas dire que c'est toujours ça que je suis. Parfois, il y a des très bonnes critiques qu'on reçoit dans le processus de révision par les pairs dans le monde universitaire. Mais c'est pas toujours le cas. À l'IRIS, je suis toujours très impressionné par la qualité des commentaires que je reçois. Donc, oui, la rigueur est là, mais on n'a pas les mêmes objectifs. On ne fait pas la recherche pour la même raison. En tout cas, vraiment pas toujours. Et c'est parfait qu'il y ait les deux. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un monde universitaire en santé, puis qu'on ait des instituts de recherche comme l'IRIS aussi, notamment parce que la droite, à l'époque où l'IRIS se fondait d'autres instituts. Bon, Martin a parlé des grands classiques, là, le Fraser, le CDR, mais aussi à Montréal se fondait l'Institut économique de Montréal, qui amenait sur le terrain du Québec quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. Hein. Il n'y avait pas d'institut économique qui s'occupait que du Québec. Puis là, eux autres, là, soudainement, c'était la panacée pour les médias, ça. Hey, on en a des gens qui vont nous parler du Québec. Alors, à cette époque-là, il faut se rappeler pour les plus vieux ou se rendre compte pour les plus jeunes que quand ils voulaient parler d'économie au téléjournal, à la presse, dans le Devoir, le téléphone était vite à l'Institut économique de Montréal pour dire on va parler aux gens qui parlent pour l'économie. Fait que l'économie n'avait qu'une voix. Et c'était la voix du néolibéralisme. Exact. Puis là, si on parle de cette rigueur-là, on pourrait se pencher sur différentes études qui ont été produites par l'Institut économique de Montréal. Et la rigueur, je m'excuse, mais elle n'y était pas du tout. Là. Je ne donnerai pas d'exemple concret, mais c'est contrairement à la rigueur, justement, que l'IRIS s'est donnée parce qu'on est de gauche et on doit laver plus blanc que blanc. Là. Je veux dire, nous autres, on n'a pas Mme Desmarais, qui est la présidente du CA, puis donc qui est reliée à la famille Desmarais et à Power Corporation pour assurer un financement viable à long terme de l'organisation. Donc, et c'est pour ça qu'on doit laver plus blanc, parce que la crédibilité, ça se gagne lentement, mais ça se perd très rapidement. Mais l'Institut économique de Montréal a souvent sorti des études complètement bâclées sur des sujets. Il s'exprimait sur des sujets, puis tu disais, OK, mais il y a des zones d'ombre incroyables. Je veux dire, ça manquait tellement de rigueur. C'était gênant. Mais je trouve ça bien que vous parliez de ça, justement. On parlait tantôt, on est passé brièvement, mais il y a eu une normalisation des idées politiques de droite néolibérales dans l'espace public depuis la moitié des années 90. Normalisation qui est due notamment au fait que la droite est quand même assez bien organisée, notamment à travers ces organes-là qui sont des organes de propagande, quand même, qui ont pour objectif de donner une apparence de neutralité, de scientificité à des positions qui sont purement idéologiques. Et là, l'IRIS, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient, d'une certaine manière, neutraliser ces groupes-là, ou en tout cas, de par son existence même, permet de voir... peut-être pas la supercherie, là, mais le parti pris. Le parti pris, exactement. Lever le voile un peu pour voir les fils qui opèrent, et puis attaquer, tenter de fissurer le discours néolibéral. Je pense que l'IRIS y est arrivé sur beaucoup de sujets, en plus, sur beaucoup d'enjeux qui sont hyper important pour la population. Mais on doit quand même le reconnaître aujourd'hui avec le projet 2025 là, de la Heritage Foundation qui est devenu la Bible d'application chez Trump. Je pense pas qu'on a gagné le combat, malheureusement. Il y a d'autres alternatives qui vont naître de ça, puis je pense que les gens vont prendre conscience de l'absurdité de ce projet-là. Mais c'est ça, il y a encore beaucoup de lutte à venir. On a été très en retard. La stratégie de mettre en place des think tanks,
c'est une stratégie qui date pas du début des années 2000. Là. Le Fraser, aux années 40, oui, c'est la Société du Mont Pèlerin, c'est la mise en place de toute une intelligentsia qui s'est donnée pour mission de combattre le keynésianisme et de le remplacer par une autre doctrine économique. Et cette intelligentsia-là, elle a fonctionné à travers des think tanks et des centres de recherche universitaires, et elle a très bien fait son travail, et elle s'est répandue partout dans le monde. La réponse contre ça arrive des décennies en retard. Donc, la côte qu'on avait à monter, quand trois jeunes hommes fringants se disent on va partir notre institut économique, ben je veux dire, c'était une maudite bonne idée, mais ils nous avaient devancés de par beaucoup et leur hégémonie sur le discours était très grande. Et ça prend du temps à détricoter, là. Et on est encore en train de le faire. On subit encore cette hégémonie-là. Bien sûr, on a fissuré, Martin a raison de le dire, on a remis en question, on a montré les problèmes, on a pointé du doigt des gens qui profitaient, on a fait plein de choses comme ça, puis c'est très bien, une chance. Mais ça veut vraiment pas dire qu'on a gagné, je suis bien d'accord. Bon, juste à l'époque, juste pour aider un peu à comprendre le contexte, à l'époque, en 2000, il y a à peu près, je pense, 4-5 think tanks néolibéraux au Québec. On a l'Institut économique de Montréal. Tout fraîchement fondé. Tout fraîchement fondé, financé par la Fondation Atlas, là, qui est une espèce de fondation qui finance des think tanks libertariens un peu à travers le monde. Libertarien, il faut le dire, effectivement. C'est la base idéologique de l'Institut économique de Montréal. Peu de gens le reconnaissent, mais c'est vraiment ça. C'est ça. On a le Serrano, certaines classes comme plus un centre de recherche. On a l'Institut Fraser. Je pense que l'Institut du Québec, ça arrive après, ça, en 2014. Bien après. Ouais. Puis à cette époque-là, il y a ceux qui se démarquent à Ottawa, qui est dans tout le Canada, mais dont on reçoit les recherches au Québec et qui sont reprises, qu'on entend beaucoup plus à cette époque-là qu'on les entend aujourd'hui. Oui. Il y a Miville Lévesque qui vient de sortir un texte récemment qui est un fellow là, du CDR. Okay. Mais non, c'est ça. Je pense que les gains qu'ils ont réussi à accomplir, entre autres aux États-Unis, là, je veux dire, évidemment, là, on parle du Québec, on parle du Canada, tout ça, mais les gains idéologiques qu'ils ont réussi à accomplir aux États-Unis, je pense que ça doit être un laboratoire qui observe beaucoup en ce moment, là, savoir comment ça va s'appliquer, comment justement... parce que ça risque... Plus on avance à tous les jours, plus les États-Unis sont sur le bord de la guerre civile à cause de ça, d'ailleurs. La remise radicale en question, juste de la Social Security qu'on appelle là-bas, les versements aux vétérans, tout ça, je veux dire, c'est encore la même rengaine néolibérale, mais appliquée à la sauce vraiment libertarienne sur les stéroïdes. Donc, on est vraiment dans un modèle où le social tend à être complètement tassé de l'échiquier politique. Et là, évidemment, avec les conséquences que ça a sur la vie des gens, les gens se retrouvent sans le sou. Donc, c'est ça. En tout cas, les prochaines années seront assurément un laboratoire très important à observer par rapport aux luttes qui vont se passer aux États-Unis. Mais c'est intéressant parce que tu parles de la situation actuelle puis cette remise en question autoritaire du néolibéralisme, du libre-échange. Puis en fait, quand on regarde... un des premiers sujets sur lesquels s'est penché l'IRIS, c'est la question de la mondialisation. Un sujet de recherche qui a fait l'objet donc d'un rapport de recherche là, qui était signé par Pierre-Antoine Harvey. Tout à fait. Et donc, ça montre bien, il me semble, comment justement l'IRIS était... Parce qu'il y avait cette préoccupation-là pour les conditions de vie des gens, puis parce qu'il y avait une proximité avec les mouvements sociaux, ça se traduisait par des études qui portaient sur des phénomènes comme la mondialisation, comme tu as nommé la crise du logement aussi, qui touchaient les gens de très près. Donc, c'est aussi ça, peut-être, la spécificité d'un institut de recherche comme ça qui est plus justement branché sur l'actualité puis sur, on veut transmettre des connaissances qui sont fiables, qui sont rigoureuses sur ces enjeux-là puis les conséquences que ça va avoir sur les gens ordinaires finalement. Là. Exactement. C'était le point de départ de la réflexion. Puis si vous prenez le temps de relire cette brochure-là, c'était plus un état des lieux politiques. La classe ouvrière, les travailleurs, les travailleuses sont mis au service des entreprises
pour justement créer de la richesse. Et bon, à une certaine époque, c'était le libre-échange qu'on nous disait qui était justement l'apanage. Le libre-échange a fait perdre des centaines de milliers d'emplois un peu partout en Amérique. Et puis, l'objectif qui était non avoué de ça, c'était d'aller vers les salaires les plus bas tout le temps pour toujours augmenter les marges bénéficiaires des entreprises, principalement les multinationales. Donc, c'est un peu ça le modèle sur lequel le Canada s'est développé. On peut parler d'industrie d'automobile actuellement, puisque dès après-demain, le 2 avril, il y a les fameux tarifs de Donald Trump qui vont entrer en vigueur, qui vont toucher à l'automobile. Ça a été étudié récemment. C'est impossible en ce moment de construire une automobile sans faire transiger des pièces du Canada vers les États-Unis, des États-Unis vers le Mexique, tout ça, parce qu'ils ont vraiment fait des chaînes de production hyper intégrées où chaque pièce a une valeur, mais cette valeur-là, elle est rattachée au salaire qui est versé pour la créer, la pièce. Donc, au Mexique, ça coûte rien faire des pièces, donc on va les faire là. L'aluminium est disponible au Canada, on prend l'aluminium, on l'envoie aux États-Unis, on le fait fondre là, on crée des pièces en aluminium là, qu'on envoie se faire monter au Mexique parce que la main-d'œuvre est moins chère. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce d'interdépendance qui s'est créée à cause justement du libre-échange. Et maintenant, on voudrait nous faire croire, mais là, évidemment, ça, c'est la perspective de Trump et de ses sbires, on voudrait nous faire croire que, ah non, c'est mauvais, ça n'a pas de bon sens, et que c'est mauvais surtout pour les États-Unis. Alors qu'on nous a rentré dans le fond de la gorge un modèle où les biens peuvent circuler sans aucun problème à cause du libre-échange. Pas les individus, par exemple. Les individus, d'autres, sont de plus en plus restreints, mais c'est les biens qui circulent. On est vraiment dans une perspective où le libre-échange, qui était l'apanage à l'époque, là, est radicalement remis en question. C'est au fond... On parle de 2025 aussi parce que c'est ça, on a un peu les mêmes acteurs d'une époque à l'autre, finalement. On les retrouve, ces mêmes acteurs-là, mais ils changent un peu de visage. Puis donc, on l'a dit au début des années 2000, bon, au Québec, c'était le Parti québécois qui avait, fait, partenariat avec, justement, les syndicats, les mouvements sociaux, tout ça. Mais là, 2003, c'est l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Charest. Et là, il y a quand même un changement, on va dire, qualitatif, si on veut, dans, justement, cette élite-là qui prend le pouvoir avec un projet peut-être un peu plus, justement, assumé, qu'on pourrait dire néolibéral, de transformation de l'État. En fait, à cette époque-là, on parle de réingénierie de l'État, puis c'est les partenariats publics-privés, c'est l'idée que la sous-traitance va nous faire économiser de l'argent, ça va être l'obsession pour éventuellement la réduction de non plus seulement des déficits, mais de la dette publique. Puis c'est un peu dans ces années-là aussi là, qu'éventuellement, il va y avoir un changement de garde, si on veut, à l'IRIS. Donc, c'est qu'il y a il y a cette histoire-là, puis au Québec, il y a une histoire... Au Québec et en Amérique du Nord, il y a une histoire de résistance à ce mouvement contre lequel on se soulève. Et cette histoire-là commence au Québec dès le sommet de 96, parce que le sommet de 96 n'est pas unanime. Les mouvements sociaux sortent du sommet de 96, claquent la porte, Françoise David, François Saillant notamment, en disant... ils avaient demandé une clause contre la pauvreté, ils ne l'obtiennent pas et s'en vont. Et pendant ce temps-là, s'organisent à Seattle les manifestations contre l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements. Cet accord-là est battu en brèche par des manifestants dans la rue. Ensuite, il y a le Sommet des Amériques à Québec en 2001. Donc, on a une série de gens qui s'organisent dans une perspective critique du néolibéralisme. Le mot néolibéralisme au Québec apparaît assez tardivement, mais bien plus tard que la chose. La chose apparaît assez vite, mais le mot apparaît assez tard. Et on s'organise et on pense contre tout ça. Et moi et plusieurs autres, là, je pense à Philippe Hurtaud, Évelyne Couturier, Éric Martin, Bertrand Scheper-Valiquette. On est plusieurs à cette époque-là, Guillaume Hébert, à discuter. On voyage un peu, on est à la fin de nos études de bac, et puis on se dit, partout dans le monde, on rencontre le même adversaire. Et un de ces visages... c'est ces messieurs en cravate qui vont à TV pour nous dire quoi penser sur l'économie.
Puis de tels monsieur, il y en a pas mal au Québec. On en voit plein les journaux. Hein. Je vous rappelle que c'est l'époque d'une domination presque complète d'un duopole dans le monde médiatique. Jessica, Jessica les Marais, la presse, etc. D'un côté, puis de l'autre côté, Québécois et Pélado, etc., qui parlent, bien sûr, font semblant d'être des opposants commerciaux, mais d'un point de vue idéologique, parlent d'une même voix, avec des personnages assez sinistres à l'époque, comme Mario Roy, André Pratt, et puis moult autres, Alain Dubuc et tout autre, qui nous tiennent le même discours néolibéral. Et là, nous, on se dit, mais ça ne peut pas durer. On a, à cette époque-là, une réflexion assez semblable à celle que Patnaud, Poirier, Petit vont avoir en 2000. On se dit, il faut faire de quoi? Et on découvre l'existence de l'IRIS à ce moment-là, mais l'IRIS qui est plus dans une période où Martin est rendu plus tout seul, là, donc la période est plus en dormance ou en transition à l'IRIS. Et là, on entre en contact, puis on commence à discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et c'est une... pour nous, c'est incroyable, c'est de se dire, ben d'abord, on n'est pas les seuls à y avoir pensé. C'est rassurant, hein, quand tu es jeune puis que tu as des idées, que tu trouves d'autres mondes qui disent « Ah oui, on pourrait faire ça, c'est une bonne idée. » Puis, deuxièmement, ben ils ont essayé, ça a marché, ils ont publié, ils ont fait de l'argent, ils en ont vécu. Donc, ça pourrait marcher organisationnellement. Et là, ben on s'investit pleinement. On est tous à la recherche aux études supérieures, beaucoup d'entre nous sommes en sciences politiques, mais aussi d'autres en sociologie, en philo, en économie. Bon, tout le monde tourne un peu autour des sciences sociales en général. Et on commence à se dire, ben il faudrait s'investir là-dedans. Puis on prend les 2-3 années après la rencontre avec les 3 fondateurs pour organiser une nouvelle version de l'IRIS. Et c'est là que s'ouvrent les portes du Comité social Centre-Sud pour accueillir l'IRIS. Puis ça, ben, c'est un gros changement. Là, avoir une maison pour une organisation, ça change quelque chose. Hein? Parce que, ben, il y a un lieu de rassemblement, il y a un lieu où on va travailler, puis il y a une identification qui se fait à cet espace-là. Qui est un centre d'éducation populaire. Puis en plus, qui est un centre d'éducation populaire, puis qui est... À Montréal, dans le Centre-Sud. Exact. Un des quartiers les plus pauvres au Québec. Là. Et aussi un quartier très proche de là où plusieurs d'entre nous étudions, l'UQAM. Tout à fait. Donc, ça crée une genre de synergie puis une facilité où on commence tout de suite à travailler puis à publier, notamment en faisant le lien qui, pour nous, est très important à ce moment-là parce qu'on est très engagé dans le mouvement étudiant, entre le mouvement étudiant et ses revendications, notamment de gratuité scolaire, et l'IRIS. Alors, on commence tout de suite à dire, ben nous autres, on va le dire que c'est possible, la gratuité scolaire, puis on va le dire qu'il y en a plein d'États dans le monde qui le font, puis on va arrêter parce qu'à l'époque, la gratuité scolaire, c'est un tabou. Là. Au Québec, on n'en parle pas, puis c'est impossible, c'est impensable, jamais on pourrait arriver à ça. On est déjà l'État qui fait payer le moins ses étudiants de toute la galaxie connue, puis tout ça, ben là, tu sais, c'est dire, ben non, en fait, il y a plein de gens qui ont la gratuité scolaire partout dans le monde. Ben, ça ne coûterait pas si cher que ça si on voulait la faire. Et poser quelques jalons comme ça, qui existaient trop peu dans l'espace public. Et c'est les premières études qu'on met là sur le tapis pour démarrer. Mais s'ensuit, à l'image de ce que nos prédécesseurs avaient fait, une pléthore de sujets dans lesquels on va s'impliquer, reprenant parfois des sujets qui avaient déjà été abordés par l'IRIS. Je pense au logement. Oui. Exact. La SAQ aussi, sur laquelle moi je vais travailler à quelques reprises, avec Julia notamment. Et on va avoir la chance inouïe, à partir d'un certain moment, de dire... Ben non seulement c'est notre lieu de militantisme, cet espace-là, mais en fait, ça peut devenir le travail de plusieurs d'entre nous. Et là, ben, on réussit à développer une structure de financement de l'IRIS qui permet de faire vivre plusieurs chercheurs et chercheuses à l'intérieur de l'IRIS. Puis de perdurer dans le temps, 25 ans plus tard, ça existe encore. C'est quand même rare des groupes qui partent d'une vocation puis qui réussissent à... C'était pas vraiment
quand on y pensait en 2006 puis qu'on a rencontré les 3 fondateurs, je peux pas vous dire qu'on se disait on part pour 25 ans, les amis, let's go, on va s'y rendre. Non, c'était pas ça qu'on avait en tête, en effet, puis on n'avait pas conscience du potentiel qu'il y avait dans l'IRIS, puis de l'appui incroyable qu'on allait recevoir des organisations, bien sûr, mais aussi d'une grande quantité de membres individuels qui se sont dit, moi, l'IRIS, ça compte. Il faut que ça existe. Puis qui ont dit, je vais mettre la main à la poche, puis je vais me donner un petit 10$ par mois, mais qui fait toute la différence, puis qui garde à l'IRIS son indépendance. Un modèle de financement, d'ailleurs, qui était pensé dès l'origine de l'IRIS et qu'on a tout simplement appliqué après ça, et qui fonctionne, ma foi, très bien. La preuve en est. Et nous sommes encore aujourd'hui ici pour en parler. Mais aussi, puis là, on peut le dire, je pense, justement, avec le recul, à cause justement de cette proximité dont on parle depuis le début avec les préoccupations des mouvements sociaux, des gens ordinaires. Puis bon, tu as parlé de la grève de 2012. Donc, 2011, c'est ça, les libéraux font cette proposition de hausse assez drastique des frais de scolarité. C'était dans l'espèce de révolution tarifaire là, que les libéraux voulaient amener. Il faut que les citoyens et les citoyennes développent un autre rapport au service public et donc, il faut qu'ils payent pour les études. Puis de toute façon, ils vont nous le dire plus tard, c'est un investissement, donc c'est pas grave de s'endetter. Exact. Comme quand on achète une maison, n'est-ce pas? C'est la même chose. Voilà. Et donc là, l'IRIS, en fait, va quand même jouer un rôle central à déconstruire tout l'argumentaire du gouvernement autour de la hausse des frais de scolarité. C'est un peu la bataille parfaite pour nous à ce moment-là, parce qu'on commence à travailler sur ce dossier-là dès 2007-2008, où il y a déjà les braises qui vont mener au feu de 2012 sont déjà allumées dès 2008-2009. Il y a des mouvements qui s'organisent dans les universités au Québec, etc. En 2010, c'est la première fois dans un rapport qu'on entend parler de la position du gouvernement de vouloir augmenter les frais de scolarité. Et à ce moment-là, l'IRIS se concerte avec ses alliés du mouvement étudiant pour dire il faut faire de quoi. Et le faire de quoi, c'était notamment faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire aller rencontrer les jeunes dans les cégeps, dans les universités, puis leur dire regardez, c'est ça qui se passe. Et ça nous mène à faire toute une production d'études, de clips vidéo, dont on ne se rappelle plus aujourd'hui, mais qui ont une certaine popularité à l'époque. C'était avant TikTok, mais ça a connu un très grand succès. Oui. En effet, oui. En effet, ma coupe de cheveux était reprochable à l'époque, mais on a fait beaucoup de ces petites vidéos-là, notamment Éric Martin et moi, et on a fait un certain tabac, mais aussi on était invités dans des dizaines d'assemblées générales de cégep et on allait devant... Et d'université. On allait devant des centaines, des milliers d'étudiants rassemblés pour leur faire la promotion de nos idées. Donc, de la fin de 2010, je dirais, et en particulier pendant tout 2011, on va parler à des milliers et des milliers de personnes à travers différents moyens. Et on va les convaincre, on va participer à les convaincre que cette hausse-là n'a pas sa place. Mais plus que ça, on va donner un cadre théorique sur lequel asseoir la contestation de la grève, notamment sur la question de la marchandisation de l'éducation. Donc, on va dire, oui, bien sûr, la lutte contre les frais de scolarité, elle est importante, personne ne le nie, mais elle fait partie d'un mouvement plus vaste de marchandisation de l'éducation. Et cette marchandisation-là, elle n'est pas propre au Québec, elle est partout. Puis là, là-dessus, Éric Martin, Maxime Ouellette vont publier un bouquin qui s'appelle Université Inc., qui fait l'autopsie de toute cette histoire. Et c'est en fait une gamme de propositions d'éducation populaire et de types d'objets qui te donnent accès à la connaissance, une vidéo, une conférence, une allocution en AG, un rapport de recherche, un livre, en fonction de ton intérêt.
tu es plus ou moins intéressé, ben tu prends le petit truc plus court, tu es pas mal plus investi, tu vas peut-être aller lire le livre, tu vas peut-être aller écouter les conférences, etc., etc. Il y a comme une panoplie là qui s'installe et qui a une assez bonne efficacité. Et bien sûr, tout ça n'est rien s'il n'y a pas de mobilisation en arrière. Hein. Ce qui compte dans les mouvements sociaux, on le sait, c'est la mobilisation à la base, sur le terrain. C'est le travail que font les militants, militantes. L'IRIS, là-dessus, est en appui. On vient offrir des munitions à ceux et celles qui s'en vont mobiliser puis travailler l'organisation de la population. Mais cette fois-là, notre collaboration avec un mouvement social fonctionne rudement bien. Ça se passe vraiment très bien. Mais c'est parce que c'est l'époque parfaite. On est encore un pied dans l'université pour plusieurs d'entre nous. On connaît bien les mouvements sociaux, on connaît bien ceux qui sont dedans, on connaît les liens. Tout ça fonctionne vraiment très bien. Ça aurait été plus difficile si le mouvement s'était passé dans un autre secteur de la société avec lequel on aurait eu moins de contact. Mais là, ça tombait vachement bien. Entre autres, sur la santé, on pourrait en parler parce que l'IRIS a produit bon nombre de quantités d'études sur la question de la santé, prouvant plus d'une fois par A plus B que le privé coûte plus cher en santé. Et malheureusement, on n'a pas eu le même succès, je pense, avec cette question-là, parce que la mobilisation de la santé était beaucoup plus difficile. Et là, tranquillement, pas vite, on est en train de prendre conscience, mais même si on est en train de prendre conscience de cette privatisation-là de la santé et de tous les problèmes que ça donne, il n'y a pas de mouvement grave actuellement, puis de mobilisation publique là, qui est en train de... On va reprocher au secteur public de mal fonctionner. Ben oui, mais ça, c'est le pire de l'affaire. Ah oui. Ben oui. Entre autres, si on regarde juste ce qui s'est passé aux États-Unis dans les 6 derniers mois, il y a quand même eu l'assassinat d'un PDG d'une grande compagnie qui encaissait des milliards de dollars sur le dos des gens malades aux États-Unis. Il y a même eu un certain encensement du geste posé par Luigi Mangione, tellement les gens ont une sympathie comme négative envers les compagnies américaines qui sont dans la santé et qui s'en mettent plein les poches sur le dos de la maladie. On regarde ça, mais bizarrement, il n'y a pas de mouvement encore pour protéger le système de santé, les systèmes de santé canadiens, parce qu'ils sont différents, bien sûr. Mais c'est ça, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de prise de conscience assez radicale pour pouvoir justement arriver à hey, on va le défendre, notre système, puis on va se battre pour. Non, Martin a tout à fait raison. On n'avait pas, disons-le, pour utiliser une expression anglophone, le momentum qu'on a eu dans le secteur de l'éducation. Parlant de 2012, moi en 2012, j'étais encore au cégep. Puis je me souviens d'avoir vu circuler la brochure 8 mythes sur la hausse des frais de scolarité. Puis je me souviens que ça avait pas mal circulé. Puis il y a un préjugé selon lequel la raison est à droite puis le cœur est à gauche. Puis comme si être à gauche n'est qu'une posture morale, mais qu'elle se justifie pas rationnellement. Puis je trouvais que justement l'IRIS venait donner quand même de la crédibilité puis de la légitimité à des étudiants qu'on plantait dans l'espace public. Là. Il y avait Guy Nantel qui allait interroger des étudiants dans les rues puis qui montrait à quel point c'était des idiots. Puis là, on avait la preuve que tu pouvais ne pas être idiot. Puis en tout cas, ça avait aidé à donner de la crédibilité au mouvement. Fait, en tout cas, moi, personnellement, ça m'avait marqué à cette époque-là. Mais je pense que tu as très, très bien résumé l'attaque fondamentale, le truc de fond que fait l'IRIS, c'est ça. C'est de contester cette idée qu'on serait à gauche parce qu'on a des bons sentiments. C'est ça. Puis que c'est tout. Tant mieux, hein? Il y a des gens qui ont des bons sentiments, puis c'est parfait. Mais c'est de dire que nous, ce qu'on vient de dire, c'est non, c'est rationnel, c'est raisonnable, c'est la bonne chose à faire de tenir ces positions politiques-là. Elles sont meilleures pour tout le monde, pas juste parce qu'on est fin, parce que c'est aussi ce qui est le plus logique, le plus intéressant à faire socialement. Et cette attaque-là, on a tellement de travail à faire pour déconstruire cet a priori-là que l'IRIS n'en a érodé qu'une partie pour l'instant. Il y a encore énormément de travail à faire. Mais quand même, donc,
2012, il y a eu une mobilisation sociale importante qui va même mener à la chute du gouvernement libéral temporairement, on va dire. Ils reviennent au pouvoir rapidement en 2014, puis là, c'est le début d'une ère d'austérité qu'on pourrait dire radicale, donc vraiment un gouvernement qui veut justement continuer à s'attaquer aux services publics, mais de manière toujours un peu insidieuse par la lutte au déficit, la lutte à l'endettement public, puis de manière plus frontale avec des compressions un peu partout, parce que là, vraiment, on s'attaquait au modèle québécois de manière frontale. Et l'IRIS était là, encore une fois, pour calculer, en fait, mesurer l'impact des compressions budgétaires dans les services publics, pour déconstruire tout l'argumentaire autour de la lutte au déficit. Je pense que l'exemple que tu donnais, Julia, de cette époque de 2014 où on s'attaque à la question de l'austérité montre bien une des pratiques de l'IRIS, c'est-à-dire que dès le moment où s'installe le discours austéritaire, il y a cette volonté de l'attaquer sur plusieurs fronts argumentaires. On commence à se dire, c'est quoi ce discours-là? Ah, ce discours-là, c'est les services publics nous coûtent trop cher. Il va dire, OK, mais coûte-t-il vraiment trop cher? Puis là, est-ce qu'on peut le remettre en question? La dette du Québec est trop élevée. Ah oui? Elle est trop élevée par rapport à qui? Par rapport à quoi? Peut-on remettre cet élément-là en question? On paye trop d'impôts. Ah, mais qui paye de l'impôt au Québec? Quelle part de la population en paye effectivement? Comment ça se répartit entre les différents ménages, etc. Et on prend chacun des bouts du discours que les libéraux, le gouvernement au pouvoir à ce moment-là, mais aussi une pléthore d'autres acteurs dont on parle depuis tantôt, à la fois le commentariat et, de l'autre côté, les instituts de recherche plus campés à droite. Mais tout ce beau monde-là tient un discours qui a sa cohérence et qui a sa force, qui tient sur 3 ou 4 grandes affirmations qui s'appuient les unes sur les autres. Mais notre objectif, c'est de l'attaquer dans le cœur de cet argument-là, puis d'essayer de faire tomber des grandes idées. Et je pense que la liberté de l'IRIS, la pertinence de l'IRIS en dehors du système universitaire, c'est d'avoir l'occasion de prendre cette distance-là pour dire qu'est-ce qu'ils disent, les gens qui défendent ça, comment on les attaque, comment on remet en question ce discours-là. La faiblesse de ça est évidemment qu'on est souvent, l'IRIS, comme plein d'autres, à la remorque des discours de nos adversaires. Et on n'est pas beaucoup ceux et celles qui imposons dans l'espace public un discours sur quelque chose. Ça nous arrive des fois, mais c'est assez rare. Et on peut dire ça de l'IRIS et des mouvements sociaux en général. Mais donc, on est plus une machine de résistance, de déconstruction, de critique, de remise en question, qu'on est une machine de proposition, de nouvelles idées. Comme je dis, tout ça est à nuancer, ça nous arrive parfois, mais c'est pas là qu'on score nos plus gros points. Hein? C'est souvent plus dans la critique. Et je pense qu'on a bien montré au fil des années cette force de critique, cette capacité critique nécessaire. Là, depuis les dernières années, il y a une multiplication des appels ou des constats ou des observations de la fin du consensus néolibéral. Mm-hmm. On n'est plus dans le même paradigme, ou en tout cas, dans ce contexte-là, clairement, l'IRIS a à se repositionner puis à réfléchir à sa manière d'intervenir dans l'espace public dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez des réflexions particulières par rapport à ça? Il est évident, Martin en parlait tantôt, que l'époque change. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années 90 où là c'était, il y avait une pensée unique, en tout cas dans les pays du Nord global, on avait une vision de l'économie, on avait, tout ça. Et elle était bien en place, bien ancrée, puis on avait l'impression que ça durerait pour l'éternité encore. Là, le libéralisme est très sérieusement remis en question dans ses bastions les plus importants,
Si un gouvernement fasciste ou proto-fasciste se met en place aux États-Unis, si une Marine Le Pen ou, dépendant avec ses déboires judiciaires, si un Jordan Bardella prend le pouvoir en France, et là, c'est sans compter l'Argentine, c'est sans compter la Hongrie, c'est sans compter, etc., la Turquie, l'Autriche, je veux dire, Israël, bien sûr, la liste est longue, de gens qui, non seulement sont des gens de droite, ça va, on était bien habitués, mais qui, en plus, contestent l'hégémonie puis le consensus libéral. Alors là, on est devant un autre adversaire. On est devant un adversaire d'une autre nature. Et où la centralité du discours économique, qui est le fait du libéralisme et du néolibéralisme, où le discours économique agit comme presque magie dans l'espace public pour nous dire quoi faire, cette centralité-là sera moins grande. Le fascisme n'est pas seulement un discours économique, c'est d'abord aussi un discours politique. Et là, que fait un institut de recherche comme l'IRIS dans ce contexte-là? C'est un nouveau cadre très, très lourdement désavantageux pour nos idées, pour nos visions, pour nos visées, pour la société. Et on a à se poser la question du rôle de l'IRIS dans la montée du fascisme. Je crois que l'éléphant dans la pièce, en fait, c'est le fonctionnement même du capitalisme. Comment le capitalisme se déploie, comment il fonctionne, comment on arrive, en fait, dans sa forme la plus crue et la plus radicale, on arrive au fascisme d'une certaine façon. Le capitalisme, si c'est faire le plus d'argent possible par tous les moyens possibles, et ce, peu importe les conséquences, c'est une définition à laquelle on peut très bien rattacher le fascisme. C'est-à-dire que on va tuer des gens pour conquérir un territoire, pour pouvoir aller chercher des terres rares, pas de problème, on va le faire. On va carrément tasser les populations, commettre un génocide pour pouvoir justement continuer à avoir des super resorts pour les riches, comme on voudrait faire à Gaza. Pas de problème, on va le faire. Ça, c'est le point culminant du capitalisme dans cette forme-là, c'est le fascisme. Donc, et ça, reconnaître ça, moi, je pense que c'est reconnaître l'éléphant dans la pièce. On est rendu à un stade où il y a des gens qui, idéologiquement, pour défendre un système qui ne répond pas du tout aux besoins de la majorité, qui même exclut de plus en plus de gens des bénéfices de ce système-là, on est rendu à un stade, justement, où ils posent des gestes de nature extrême qui sont en train vraiment de détruire la société, mais dans son ensemble. Pas juste certaines bases de la société dans son ensemble, l'espèce de contrat social qu'on devrait avoir pour exister en tant que société. La solidarité, l'entraide, le partage, la mutualité, ça n'existe plus. C'est table rase. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est l'éléphant dans la pièce. Je pense qu'il va falloir qu'on finisse par le nommer et le dire clairement. Oui, et puis la question économique est peut-être plus centrale, elle est néanmoins encore vraiment importante. Je veux dire, la question de l'inflation, ça a été quelque chose qui est revenu beaucoup, je pense, dans l'élection américaine. Puis dans la campagne ici au Canada, ça va être un enjeu aussi majeur. Donc, la question du coût de la vie. Puis certainement, il va falloir que nous, on ait peut-être, des propositions à faire sur cette question-là. Mais c'est vrai que il y a d'autres enjeux dont il va falloir se saisir. Puis moi, j'ai en tête, par exemple, la question de l'immigration, parce que là, il y a une attaque en règle aussi contre les personnes immigrantes, des discours racistes décomplexés. Et sur cette question-là, il va peut-être falloir s'allier davantage, justement, au mouvement antiraciste, notamment pour développer un argumentaire nouveau, différent, parce que si on est juste dans les immigrants, il en faut parce que c'est bon pour l'économie, là, on n'est pas du tout c'est problématique. Puis nos adversaires néolibéraux traditionnels sont d'accord avec ce genre de exactement. C'est quand même de l'exploitation. Le capitalisme se nourrit de cette exploitation-là. Voilà, donc il faut que l'analyse aussi soit
tiennent compte c'est ça, du moment de l'époque dans laquelle on est, puis et donc pour tenir compte, c'est ça, de ces enjeux-là qui vont être au centre des débats publics et donc oui, il y a un argumentaire sur l'économie, mais aussi sur d'autres enjeux sociaux qui sont primordiaux là, en fait. Oui, pour moi, un des lieux où l'IRIS a été carrément absent, mais qui va devenir très important, ce sont les enjeux géopolitiques. Et dans un monde unipolaire où l'IRIS apparaît au début des années 2000, les enjeux géopolitiques sont importants, mais prennent un peu le derrière de la scène, parce qu'à l'avant-plan, qu'est-ce qu'il y a? Les accords multilatéraux, les ententes commerciales, le libre-échange, etc. C'est les grands accords de commerce qui prennent l'espace international. Ces accords de commerce sont de plus en plus mal en point, s'ils existent encore. À quoi sert l'OMC si tout le monde peut imposer des tarifs de 25 % comme ils veulent? Je veux dire, c'était tout le but de faire l'OMC que ce genre de choses ne se passe pas. Mais là, on voit bien qu'en arrière de cette intention, il y a, je sais pas, le profit immédiat de l'État. Hein? Donald Trump ne met pas des tarifs de 25 % pour renflouer les coffres des États-Unis. Il fait ça parce qu'il a des stratégies géopolitiques d'opposition à la Chine. Il se place sur un échiquier. Et ça, ces considérations, ça n'a pas été présent dans les réflexions de l'IRIS. Et dans une période où des gouvernements ont des visées expansionnistes, ce qui est une caractéristique propre au fascisme, il y aura des enjeux géopolitiques qui vont ressurgir de façon très, très lourde. Et on le voit avec la pléthore de conflits actuellement en cours dans le monde. Malheureusement, il va nous falloir parler davantage de guerre. Et il va falloir malheureusement parler davantage des intérêts calculés des États dans ces contextes-là. Et ça, c'est moins notre tasse de thé, puis c'est moins l'approche, disons, critique de l'économie qui nous permet de faire ça. Ce qui ne nous empêche pas de faire une critique du capitalisme, ce qui ne nous empêche pas de faire une critique de l'économie politique, mais elle s'accompagne de d'autres considérations. Et notamment une considération pour la solidarité internationale. Donc, en quelque sorte, ça nous ramènerait dans les années 2000, puis dans la discussion qu'il y avait à cette époque-là, justement, sur la mondialisation. Tout à fait. Quelle mondialisation? Exact. Donc, ce sera certainement Quelle démondialisation? Ce sera certainement des enjeux qui vont intéresser l'IRIS dans les prochaines années. Donc, c'est ce qui conclut notre premier épisode sur les origines de l'IRIS, puis l'évolution du discours en économie dans les 25 dernières années. Notre prochain épisode, ça va être sur le réseau de la santé et des services sociaux. Et on va parler de ce thème-là avec nos collègues Anne Plourde et Guillaume Hébert. Et merci Martin, merci Simon. Merci Julia, merci Camille. Comprendre l'économie et la transformer est un podcast produit et réalisé par l'IRIS au studio SF dans le cadre de son 25e anniversaire. L'IRIS ne serait rien sans ses membres, organisations partenaires et donateurs. Pour nous soutenir, visitez notre site internet au iris-recherche.qc.ca.